C'est un début d'année en fanfare pour l'industrie française. Selon les chefs d'entreprise, l'activité passée est jugée dynamique. Mieux encore, comme le montre ce graphique, les perspectives personnelles de production sont en passe de retrouver leur niveau d'avant la crise. Toutefois, la réalité de l'industrie est encore très éloignée de cette euphorie. En novembre, la production industrielle demeurait inférieure de plus de 11% à son pic de février 2008. Pire, l'industrie continue de détruire des emplois. Pourquoi alors un tel écart entre, d'un côté, des indicateurs de confiance au beau fixe et de l'autre, des indices d'activité encore déprimés? Il y a d'abord un effet rattrapage indéniable. La stabilisation, puis le regain de l'activité ont été vécus comme une délivrance après une récession sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, la crise a fait des dégâts et a laminé toute une partie du tissu industriel. Autrement dit, les entreprises survivantes ont pris les marchés de celles qui ont disparu, d'où un sentiment de confiance individuelle, alors que la situation de l'ensemble de l'industrie, elle, demeure encore très dégradée. Ce sentiment de confiance doit aussi pour beaucoup à la rapidité avec laquelle les trésoreries des entreprises se sont restaurées. Petites ou grandes, de la construction à la distribution, en passant par les services, c'est une vraie lame de fond. Notre indicateur de risque de défaillance, Xerferisk, que vous pouvez voir, ne dit d'ailleurs pas autre chose. Il baisse de façon quasi continue depuis 9 mois. Il ne faut toutefois pas se tromper sur le sens de ce repli. Ce tour de force a d'abord été rendu possible par la conjonction de 2 facteurs temporaires. 1. Le niveau raisonnable des cours des matières premières jusqu'à la mi-2010. 2. Le niveau historiquement bas des taux d'intérêt. Ce n'est plus le cas ni pour l'un ni pour l'autre. Ensuite, la mise en action de stratégies défensives a remarquablement fonctionné. La flexibilisation, obtenue à grand renfort de CDD, d'intérimaires, de rémunération variable, de sous-traitance depuis 15 ans, ont permis aux entreprises de s'ajuster très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'en 1993. Blocage des salaires, gel des investissements et licenciements sont pourtant uniquement des réponses ponctuelles. Si cette tendance devait persister, l'avenir serait sacrifié. Macroéconomiquement, cela conduit le pays vers un équilibre de sous-emploi, donc vers un chômage de masse. Ainsi, après s'être stabilisé, le nombre de sans-emploi est de nouveau en hausse et s'établit désormais à 2 725 000 personnes en France métropolitaine. Cela représente environ 9,3% de la population active. Les conséquences sont nombreuses. Le rapport de force tourne totalement en faveur des employeurs et les salaires progressent au ralenti alors même que l'inflation s'accélère. De surcroît, la crainte du chômage tétanise les ménages et modifie leurs arbitrages. 1 euro économisé est 1 euro épargné, au cas où. Au moment où l'État débranche les perfusions, les unes après les autres, le doute est permis sur la capacité de la résistance de la consommation. Or, faute de modèle économique alternatif, notre croissance repose encore essentiellement sur la demande des ménages. En outre, les entreprises vont devoir lutter cette année contre la remontée de l'euro. Courant janvier, son repli face au dollar s'est arrêté. Entre le 10 et le 31 janvier, la monnaie unique s'est appréciée de près de 6%. Et il y a fort à parier que la barre des 1,40 $ pour 1 euro soit franchie courant février. À court terme, ce n'est pas un problème pour les industriels allemands. Positionnés sur le haut de gamme, ils disposent d'une compétitivité hors coût inégalée. D'ailleurs, chefs d'entreprise et consommateurs baignent dans une douce euphorie de l'autre côté du Rhin. Pour les autres compétiteurs euro-hollandais, dont les Français, cela va en revanche devenir très vite handicapant. La glissade du billet vert traduit aussi la volonté des États-Unis de dévaluer leur dette émise en dollars au détriment du reste du monde. En injectant 600 milliards de dollars, la Fed a aussi réveillé l'inflation en Chine. Depuis plusieurs mois,
l'inflation dans le pays serait brutalement accélérée via les matières premières importées. L'impact est d'autant plus dévastateur que la flambée se concentre là où ça fait le plus mal, à savoir l'alimentaire. Depuis octobre, les hausses de prix sont proches, voire supérieures à 10%. Or, la part de l'alimentaire dans le budget des Chinois est très significative. C'est à l'évidence un sujet socialement et politiquement très sensible. Il faut donc que les rémunérations suivent, quitte à faire entrer l'économie dans une spirale prix-salaire. Les hausses de prix se généralisent et les produits made in China exportés deviennent mécaniquement plus chers, comme si finalement la monnaie chinoise s'était revalorisée. Autre effet collatéral de la politique monétaire américaine, les pays émergents d'Amérique latine et d'Afrique sont aussi concernés par cette flambée des prix des matières premières agricoles. Les conséquences sont évidemment plus importantes là où les revenus sont faibles et où le poids de l'alimentaire dans le budget des ménages est considérable. Cette situation est le catalyseur de troubles sociaux ou politiques, notamment en Égypte, où l'alimentaire représente 56% de la consommation totale. Déjà, en 2008, la FAO avait dressé une liste de 37 pays touchés par des émeutes de la faim. Une liste qui pourrait s'allonger dès cette année.